Bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. On connaît désormais les noms des candidats à la présidentielle du 7 septembre. La Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict sur les recours introduits après le rejet de 13 dossiers de candidature par l'Autorité nationale indépendante des élections. La Cour a accepté 3 candidatures qui sont par ordre alphabétique. Youssef Aouchiche du FFS, Abdelmajid Tebboune, candidat indépendant, et Abdelali Hassani du MSP. Le processus électoral qui commence dès la convocation, qui a donc commencé dès la convocation du corps électoral, va se poursuivre avec la phase décisive du début de la campagne électorale qui permettra aux candidats de proposer leur programme. La campagne électorale est déclarée ouverte 23 jours avant la date du scrutin. Zoom ce soir sur les principales dispositions de la Constitution et de la loi électorale sur les conditions requises pour le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel. Avec nous pour en parler, d'abord M. Alsqi Sihaj Mouhan, directeur général du Centre juridique et judiciaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Monsieur Cherif Djahad, procureur général près le tribunal de Bouira, merci d'être avec nous également. Merci pour l'invitation aussi. Et puis sur le plateau avec nous, Monsieur Karim Khalfan, juriste et membre de l'ANI. Merci à vous également d'être parmi nous. Merci, bonsoir. Et je vous propose d'abord de commencer avec cette déclaration de Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, qui a annoncé, comme je vous le disais, la validation par la Cour constitutionnelle des listes définitives des candidats à la présidentielle. La Cour constitutionnelle a décidé que 3 recours sont acceptés dans la forme mais rejetés dans le fond pour non-fondement. Le 4e recours sera rejeté dans la forme et le fond pour n'avoir pas été soumis dans le délai légal. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé la validation de la liste définitive des candidats en lice pour les présidentielles prévues le 7 septembre prochain, classés par ordre alphabétique des noms de famille, conformément au texte de loi 59 du règlement régissant le travail de la Cour constitutionnelle comme suit. Premièrement, Aouchiche Youssef comme représentant du Parti des forces socialistes, Abdelmajid Tebboune en tant que candidat indépendant et Hassani Cherif Abdelali pour le mouvement de la Société pour la paix. La décision de la Cour constitutionnelle seront transmises par la suite au secrétaire général du gouvernement pour publication dans le journal officiel. En outre, les décisions de rejet des recours seront notifiées aux concernés conformément au texte de loi 58 du règlement définissant le travail de la Cour constitutionnelle. Enfin, la Cour informe l'ensemble des médias et à travers eux l'opinion publique que toutes ces décisions seront publiées dans le journal officiel. Voilà donc la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle. Je ferai un premier tour de table avec vous, messieurs. Cette décision de la Cour constitutionnelle est une première puisque la Cour remplace, on le sait, le Conseil constitutionnel depuis la dernière réforme de la Constitution en 2020. Le recours à cette instance juridique par les candidats est une nouveauté. C'est bien cela. Monsieur Alfred. Effectivement, madame, la conversion du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, en arabe le Mahkama Dusturiya, constitue une avancée notable dans notre système juridique puisqu'il permet aux partis qui pourront introduire leur dossier dans cette institution toute la contradiction, comme c'est le cas dans les procédures communes, dans les juridictions ordinaires. Contrairement à ce qui s'est passé avant la réforme constitutionnelle de 2020, où un formalisme qui restreint certains droits. On voit dans la procédure courante devant la Cour constitutionnelle une procédure d'une juridiction, les parties sont toutes présentes, des audiences publiques et les parties présentent leur mémoire dans la contradiction et chacun présente ses arguments et contre-arguments. La Cour tranche selon les procédés également des juridictions par des décisions motivées. Donc il y a une facilité, c'est ce que vous voulez dire, à recourir à cette institution. Effectivement, une facilité d'accès devant sa juridiction et un rôle
un rôle apparent des parties devant cette juridiction en pouvant accéder d'une manière physique et également leurs prétentions devant la cour, cette cour constitutionnelle. Et pour certains pays, il constitue encore, pour certains pays, même occidentaux, une revendication des juristes pour accéder à ce statut. Donc on pourra dire que notre système constitutionnel a acquis une grande avancée dans Donc c'est ce un acquis cadre. pour notre système constitutionnel, M. Cherif Djahad. Il est utile de signaler que la Constitution, dans son article 185, stipule que la Cour constitutionnelle est une institution indépendante chargée d'assurer le respect de la Constitution. C'est l'article 185. La Cour fixe les règles relatives à son fonctionnement. La Cour constitutionnelle est composée de 12 membres. Donc, pour ce qui est de la Constitution. Concernant la loi organique 22-19 du 25/7/2022 fixant les procédures... C'est le code électoral, hein? Non, c'est la Cour constitutionnelle. C'est une loi organique fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle. L'émission de la Cour constitutionnelle, dans l'article 2 de cette loi, elle est saisie pour saisine de la Cour constitutionnelle, sa saisine en matière de constitutionnalité des traités, de conventions, des lois et règlements, de conformité des lois organiques et de la Constitution, de conformité à la Constitution du règlement intérieur. En plus de ça, pour ce qui est des litiges électoraux, plutôt les litiges, le contentieux, il est utile de dire que la loi électorale a ouvert une brèche pour les recours, oui. Ce qui n'était pas dans la loi de 2016. Oui. La loi de 2016, le dépôt des dossiers est au niveau. Il est au niveau du Conseil, l'ex-Conseil constitutionnel. Par contre, la loi électorale de 2021, le dépôt se fait au niveau de l'autorité. Cette autorité décide du rejet ou de valider. Une fois que les rejets, il y a un rejet qu'on notifie, il y a des procédures et des délais, cette personne fait un recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va trancher concernant les recours et la validation en ensemble. C'est ce qu'on a vu maintenant. Donc pour ce qui est des 4 recours, ils ont été rejetés. Par contre, les autres ont été validés. Donc c'est une nouveauté. Que fait la Cour constitutionnelle de plus dans les vérifications que ce qu'a déjà entrepris de faire l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections? Quel type de procédure? La Cour constitutionnelle est le garant des droits des personnes. Contrairement à l'ANI, hein, la protection des droits des personnes et de la Constitution est du ressort exclusif de cette institution constitutionnelle. Donc, je vois mal un recours qui est déposé devant un autre organisme. C'est là le clou de l'acquis, en fait, réside l'acquis dans cette action au intéressant recours qu'on a trouvé, que la loi électorale a prévu. Monsieur Khalfan. En effet, comme viennent de dire mes deux collègues, la Cour constitutionnelle intervient pour vérifier justement si les dispositions de la loi organique portant régime électoral, mais aussi les dispositions de la Constitution, les décisions prises par le président de l'autorité nationale indépendante ont été respectées et dûment appliquées lors de l'étude des dossiers des candidats à la candidature. Les 16 candidats à la candidature avaient présenté leur dossier aussi bien administratif, les pièces qui sont exigées dans les articles 287 de la Constitution, 249 de la loi organique,
et sur le fond, l'article 250 de la loi organique. Donc l'ANI, comme vous le savez, avait un délai de 7 jours à partir du dépôt des dossiers par les candidats à la candidature, chose faite par l'ANI pendant ces 7 jours. On avait étudié les dossiers des candidats à la candidature, aussi bien sur le plan forme que sur le plan on va essayer fond. d'expliquer Oui, on va y revenir. Qui ont été évoquées par la le Constitution, président de la Cour comme je viens de le dire, constitutionnelle. dans son article 87, fixe les conditions Oui. Que doit remplir tout candidat à l'élection On va y revenir, mais je présidentielle. voulais revenir sur d'abord sur le fait que la Cour constitutionnelle a finalement validé les décisions de l'ANI. C'est quelque chose qui conforte encore une fois votre expertise. Tout à fait. Elle conforte au mieux le travail qui a été fait. Excusez-moi. Voilà, je reviens à vous, Monsieur Karim Khalfan. On disait que justement l'ANI a été confortée dans sa décision de l'acceptation et des rejets des dossiers qui n'ont pas été validés par l'ANI. Le verdict de la Cour constitutionnelle valide complètement l'expertise de l'Autorité nationale indépendante des élections dans ce cas. Tout à fait. Je disais tout à l'heure que la décision rendue par la Cour constitutionnelle aujourd'hui confortait au mieux le travail qui a été fait par l'Autorité nationale indépendante des élections, par le Conseil de l'autorité notamment, lors de l'étude des 16 dossiers qui ont été déposés auprès de l'ANI au 40e jour à partir de la date de la convocation du corps électoral. C'est le Conseil qui a tranché sur, oui, mais bien sûr, sur les dossiers c'est des commissions composées des membres du Conseil de l'ANI qui ont étudié exclusivement les dossiers des candidats, aussi bien sur le plan forme que sur le plan fond, puisque, comme je viens de le dire à l'instant même, la Constitution fixe des conditions dans son article 87, la Constitution étant la loi suprême, donc on est tenu de la respecter. La loi organique vient pour détailler les conditions que doivent remplir tous les candidats, aussi bien sur le plan forme que sur le plan fond. Alors, on va essayer d'expliquer, puisqu'on a ouvert cette parenthèse. C'est quoi la forme et c'est quoi le fond? Oui, concernant les conditions de forme, c'est tout le dossier administratif que doit ramener avec lui le candidat à la candidature, à commencer par l'extrait de naissance pour démontrer qu'il a 40 ans révolus, voilà le jour du scrutin, la nationalité algérienne exclusive, l'état civil, le casier judiciaire, la résidence exclusive en Algérie pendant les 10 dernières années et plein d'autres, par exemple concernant le comportement du candidat par rapport à la révolution de novembre 54, qui n'est pas commis d'actes qui soient contraires à la révolution, un certificat médical prouvant sa bonne santé et beaucoup d'autres conditions qui... Ça, c'est pour la forme. Sur la forme, mais aussi un engagement qui doit être signé. Cet engagement est détaillé aussi dans la loi électorale, la loi électorale dans son article 249, si mon mémoire est bonne, et c'est un engagement que doit signer tout candidat pour s'engager à respecter les fondements de l'identité nationale, l'islam comme religion, et s'interdire aussi, par exemple, l'usage du discours de la haine et de la discrimination, le respect les fondements de l'identité nationale et plein d'autres conditions. Sur le plan fond, c'est le deuxième volet aussi important que là, parce qu'ils sont imbriqués l'un dans l'autre, c'est les conditions que doit remplir aussi tout candidat. Nous avons deux options dans la loi électorale. C'est l'article 253 qui les fixe. Tout candidat a le choix soit de présenter au moins 50 000 parrainages répartis à travers au moins 29 wilayats et au moins 1200 parrainages par wilaya. La seconde option, c'est d'aller vers les élus, les 600 souscriptions d'élus réparties à travers 29 wilayas au moins, et là, il ne fixe pas de minima ou de maxima. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une signature
dans une wilaya et avoir plusieurs autres signatures dans d'autres wilayas. L'essentiel, c'est avoir au moins des signatures à travers les 29 wilayas. Donc, ce sont ces parrainages-là que le Conseil de l'ANI s'est attelé à étudier, à voir s'ils remplissent les conditions fixées par la loi, mais aussi par la décision numéro 1 signée par le président de... C'est pour ça que la Cour constitutionnelle précise que 4 dossiers ont été acceptés sur la forme et rejetés sur le fond, et un dossier a été rejeté sur le fond et la forme, car remis hors du délai réglementaire. Oui, c'est les délais impartis, impartis. évidemment, parce qu'une fois que l'ANI a rendu sa décision, dans les 7 jours impartis, elle notifie aux candidats, les 16 candidats, ils ont 48 heures pour justement présenter le recours auprès de la Cour constitutionnelle, qui elle aussi a 7 jours comme délai imparti à partir de la réception du dernier dossier pour statuer sur les recours et les dossiers dans leur majorité. C'est ce qui a été fait par la Cour constitutionnelle aujourd'hui, même si les délais restent encore ouverts puisque les 7 jours ne sont pas encore consommés. Donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la Cour constitutionnelle confortait au mieux le travail qui a été fait par l'ANI, pas que pour l'étude des dossiers, mais pour l'ensemble du processus déjà exécuté jusque-là, puisque toutes les étapes sont imbriquées l'une en l'autre, et à travers toutes ces étapes, l'ANI, à travers ses démembrements, à travers les membres du Conseil de l'ANI, à travers tous ceux qui interviennent dans ce processus, sont tenus de respecter les règles. Donc, que demande justement le candidat à la candidature en ayant recours à la Cour constitutionnelle dans ce cas précis? Puisque l'ANI a rendu public les chiffres dont on vient de parler pour les signatures, les 50 000 ou des 600, lorsque le candidat, lorsqu'on lui notifie qu'il n'a pas rempli ou qui n'a pas atteint le niveau ou le seuil requis, qu'est-ce qu'il demande à la Cour constitutionnelle à ce moment-là? Vous savez, je n'ai pas eu vent du dossier des candidats qui avaient présenté leur recours auprès de la Cour constitutionnelle, mais il faut préciser que c'est un droit. Oui. Quand bien même le recours serait vide. Oui. D'accord? Moi, je tiens, par exemple, à vous donner... À ce moment-là, le candidat à la candidature est libre de recourir à la Cour mais faut-il encore que le recours soit fondé? Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la Cour constitutionnelle nous confortait énormément dans notre démarche jusqu'à présent. Je reviens à vous, Monsieur Alspri et Monsieur Djahad. Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle comme un acquis, évidemment, pour notre système juridique et judiciaire, mais quel est aujourd'hui son rôle ou son importance dans la crédibilité et la probité aussi de nos rendez-vous électoraux, de nos processus électoraux en général? Selon vous, Oui, il joue un rôle important en plus de cette phase cruciale qui est celle de la validation des candidatures. Il joue un rôle crucial le jour des élections après la proclamation des résultats dits provisoires. Puisque la loi électorale permet aux candidats qui ne sont pas retenus de faire recours auprès du Conseil constitutionnel, donc présentant des critiques sur la manière dont s'est déroulé ou bien les résultats. Alors, la Cour constitutionnelle tranche sur ces recours. Alors, justement, dans la foulée de sa considération comme tribunal constitutionnel, Cour constitutionnelle donc, elle a l'obligation de demander au candidat qui est retenu, conformément au principe de la contradiction, donc du contradictoire, lui demander de présenter un mémoire donc pour défendre sa position. Celui qui a gagné a le droit devant cette Cour de présenter ses arguments face aux arguments du candidat n'ayant pas été retenu. Suite à quoi la Cour constitutionnelle tranche toujours sur le plan de la forme et sur le plan du fond, donc en vérifiant les allégations de la personne qui a fait un recours devant elle. Donc la Cour constitutionnelle, il lui reste beaucoup à faire, surtout le jour crucial qui est celui de l'après, juste après
7 septembre 2024, juste après l'annonce par les commissions selon la procédure Monsieur Chérif Djarraj, édictée par... je voulais juste revenir sur la notion ou le fait que la Cour constitutionnelle a été dotée de prérogatives beaucoup plus larges que le Conseil constitutionnel. Il faut le souligner aussi. Il faut souligner aussi d'un autre côté que la Constitution a prévu pour cette institution, c'est ce qu'on appelle la QPC. Exception d'inconstitutionnalité. Voilà. Elle permet aux citoyens qui a un litige au niveau de la justice de faire appel à la Cour constitutionnelle à travers cette QPC. C'est à partir de là qu'ils contestent la légalité, la constitutionnalité d'un texte. Et à partir de là, on peut dire que c'est cette cour, la Cour est garante des droits des citoyens. Elle est garante pour dire que l'accès à la justice ou l'accès à des recours est un droit acquis. La Constitution algérienne permet aux citoyens de faire appel. L'appel contre toute décision rendue, nonobstant d'ailleurs la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions où elle dit que c'est un droit de faire appel. Idem pour ce qui est du recours aussi. On va permettre, c'est l'accès aux institutions, le citoyen, que ce soit un élu, un candidat, de faire appel à des institutions, que ce soit la justice, et encore plus quand il s'agit de la Cour constitutionnelle. Je voudrais passer à l'aspect financement de la campagne électorale qui revêt une grande importance chez nous. Là aussi, l'ANI, l'Autorité nationale indépendante des élections, a posé des conditions très rigoureuses, comme c'est la loi évidemment qui pose ces conditions, et à l'ANI de les garantir. Je le disais, comme le trésorier de campagne électorale qui procède à l'ouverture d'un compte bancaire unique pour les besoins du financement de la campagne. On peut voir que dans certains pays, comme aux États-Unis, pour ne pas le nommer, le financement des campagnes électorales est assez ouvert. C'est même quelque chose qui est revendiqué, qui est rendu public. Chez nous, nous sommes passés par une phase où il a fallu mettre des garde-fous, notamment dans la loi électorale, et l'ANI aujourd'hui veille à garantir ces conditions également. Tout à fait, c'est bien de le préciser, puisque dans l'élaboration même de la loi organique portant régime électoral, il y avait tout un chapitre réservé à la moralisation de la vie politique en Algérie. Tout à fait. Donc, dans l'élaboration de ce texte-là, il était prévu la création d'un organe auprès de l'ANI, chargé du contrôle du financement de la campagne électorale. C'est un chapitre qui est tout à fait nouveau dans la loi électorale. Ça va de l'article 87 jusqu'à l'article 130 de la loi organique. C'est un pan très large. Cet organe qui est créé auprès de l'ANI est composé de magistrats. Premier magistrat désigné par la Cour suprême. C'est une commission. Oui, commission auprès de l'ANI. Magistrat désigné par la Cour suprême, qui en est le président. Magistrat désigné par le Conseil d'État, magistrat désigné par la Cour des comptes, un membre de la haute autorité de la lutte contre la corruption et la transparence, et un cinquième membre qui est le représentant du ministère des Finances. C'est vous dire le profil de ces personnes-là qui composent la commission et le rôle qui est le leur dans justement la gestion des comptes des campagnes, mais aussi le contrôle, c'est-à-dire le financement et le contrôle. Donc, il y a plusieurs filtres, voilà. Évidemment, il y a plusieurs filtres. Ils sont tenus d'élaborer un rapport global à la fin de l'élection pour dire
tel ou tel a respecté justement les Sur dispositions. chaque candidat. Voilà, bien évidemment. Et ce rapport est très important puisque il démontre si les candidats justement ont respecté ces conditions-là, comme la tenue d'un commissaire au compte, la traçabilité des transactions. Par exemple, la loi fixe une condition majeure, c'est-à-dire un don qui excède les 1000 dinars doit passer par les canaux, soit postaux, banques ou autres. C'est vous dire l'importance que l'on a donnée à ce volet-là, puisque nous avons connu malheureusement, de par le passé, des pratiques qui ont entaché la vie politique, mais aussi et particulièrement les processus électoraux de manière générale. Il n'est pas utile de revenir là-dessus lors de cette émission. Donc c'est un chapitre qui est très très important. Et d'ailleurs, le président de l'Autorité nationale indépendante avait, durant l'étude même des dossiers, installé cette commission qui va commencer son travail. Cette commission est renouvelée à chaque scrutin ou est-ce que c'est la même? Oui, elle peut être renouvelée, peut-être la même, il n'y a pas de souci. Cette commission élabore son règlement intérieur dès sa nomination, donc ça ne pose pas problème. L'essentiel est que les profils indiqués dans la loi soient présents dans cette composante et qu'ils agissent conformément au texte de loi. Oui, effectivement. À travers l'article 115, l'article 115 stipule qu'il est créé auprès de l'autorité indépendante une commission de contrôle du financement des campagnes électorales. On a connu à travers les pays riverains ce qu'on appelle le financement occulte. Donc, il y a de l'argent sale qui est là, qui circule. Cette autorité, elle est présidée par un haut magistrat. On donne une certaine crédibilité à cette commission pour qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes. Trois magistrats. Cour suprême, Conseil d'État et la Cour des comptes. La Cour des comptes et l'autre autorité. Donc cette commission-là, c'est pour éviter les dérives et de dire aux gens attention. Cette commission-là, c'est un garde-fou. Et d'ailleurs, l'article 288 du Code électoral punit d'un an à 5 ans et d'une amende d'Agda toute personne ayant financé ou bénéficié d'un financement en violation des dispositions de la présente loi organique. Parmi les garde-fous. La loi, elle est là pour réprimer aussi. Justement, là-dessus, j'ajoute que parmi les garde-fous que la loi électorale a mis, c'est bien l'interdiction de ne recevoir de dons par les candidats d'une personne étrangère, d'une personne morale étrangère, excepté pour les résidents algériens à l'étranger. Donc, c'est une cause, premièrement, de condamnation pénale et autres. Parmi les autres garde-fous, c'est limité les dépenses de la campagne électorale à 120 millions de dinars pour le premier tour des élections présidentielles, à 140 millions de dinars pour le deuxième tour, également pour les dons par les personnes physiques ne sauraient dépasser les 600 000 dinars. Alors, comme a dit notre collègue, la traçabilité. Cette loi veille à la traçabilité de tous les mouvements qui entrent dans le compte de campagne du candidat, de telle sorte que toute somme supérieure à 1000 dinars doit recevoir une traçabilité soit par chèque, soit par virement bancaire, ou bien par virement ou autre. Il y a un troisième outil bancaire, mais qui assure... Les canaux légaux. Qui assure pas de cash, autrement dit, comme ça a été jadis, Shkara, comme on disait. Donc, c'est l'incontrôlabilité des... Alors, cette commission, qui est présidée, comme il a été dit, par un magistrat et dont les magistrats sont fortement représentés, épluchent tout le compte de campagne. Ils ont un délai, en tout cas après l'annonce des résultats, ils ont 2 mois après 2 mois le délai de dépôt. Alors, si le candidat qui ne dépose pas le compte de campagne risque des sanctions. La dite commission aura à trancher dans les 6 mois
qui rend une décision susceptible de recours à son tour. Sachant qu'on ne peut pas devant- radier un candidat après sa validation par la Cour constitutionnelle. Ça n'a pas d'incidence. Oui. Ça n'a pas d'incidence. Sauf s'il y a une condamnation pénale. Hein. Évidemment. Et là, c'est important de le dire, les candidats à la candidature notamment peuvent recourir à la justice lorsqu'ils sont déchus de leur droit à la candidature. Ils peuvent introduire un recours au niveau de la justice. Non, bon, les recours permis sont décidés dans la loi électorale Oui. de 2021. Les recours, surtout si la dernière décision émane du Conseil de la Cour constitutionnelle, Oui. qui est la haute juridiction qui ne pourrait recevoir aucun recours, Oui, puisque possible. dans la hiérarchie des juridictions, elle est supérieure. Et la loi électorale de 2021, on a décidé ainsi. En tout cas, tous les recours sont épuisés de la sorte. La loi permet les recours, donc on ne pourrait pas imaginer des recours d'une manière infinie. Oui, oui, évidemment. Là aussi, J'ajouterai tout ça. Oui, je vais revenir. J'ajouterai aussi concernant les infractions au code électoral. On va y revenir. On va y Non, revenir. non, c'est pas. Je vais passer par la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Oui. Elle prévoit dans son article 39 toute opération occulte destinée au financement d'un parti politique est punie de 2 ans à 10 ans et d'une amende de 200 000 à 1 million de dinars. Oui. C'est-à-dire qu'en dehors de la campagne électorale, les partis sont contrôlés aussi. Donc tout cela financièrement. participe à la probité Oui. du scrutin, évidemment. si vous me permettez juste un peu Oui, bien sûr, concernant la allez-y. commission, là aussi, lorsqu'elle rend son verdict, c'est-à-dire le rapport qu'elle établit dans les 6 mois qui suivent, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la proclamation des résultats, elle notifie aux candidats, et les candidats ont un délai d'1 mois également dans cette situation pour faire un recours devant la Cour constitutionnelle. Voyez-vous, donc là encore, la Cour constitutionnelle intervient pour dire si le Oui, droit on a sait que été tout électeur- respecté ou pas. Non, là, il ne s'agit pas d'électeurs, Il s'agit du candidat. de candidat. Oui. Du candidat. Mais il faut rappeler que les électeurs aussi, ou tout candidat, comme vous le dites, disposent du droit de contester la régularité des opérations électorales. Les électeurs disposent aussi du même Les droit que les électeurs sont des candidats. citoyens, tout comme les candidats à la candidature. Oui. Donc la loi électorale protège les droits des électeurs comme des électeurs. Ils ont candidats. le droit de présenter des recours lorsque leur inscription n'est pas validée, Oui. lorsqu'ils changent de résidence et il y a entrave à l'inscription, lorsqu'il y a des problèmes techniques, puisque maintenant il y a la numérisation, Oui, et qui je peut vous poser assure que quelques non, couacs. au contraire, Ah. c'est des exceptions. Ça peut arriver. C'est des exceptions, bien évidemment. Mais la numérisation facilite énormément le travail de l'autorité, puisque je tiens à le rappeler, l'une de ses premières missions et préoccupations, c'est Oui. de créer, de tenir le fichier électoral. Et je rappelle que le fichier électoral était de par le passé un enjeu. Il est toujours un enjeu C'est électoral l'objet de ma énorme. question, justement. Voilà. C'est l'objet de ma question, Je vous puisque tends la perche, oui, alors. vous me tendez très bien la perche d'ailleurs. La révision du fichier électoral est devenue une étape un peu routinière dans les processus électoraux que nous avons connus. C'est pourtant une phase cruciale du processus électoral. Dans certains pays, le flou ou les ratés qui entourent le fichier électoral ont conduit à des reports des scrutins ou carrément à des tensions politiques et sécuritaires. Vous dites justement que le fichier électoral est toujours, fait toujours l'objet ou est toujours un C'est un enjeu, enjeu, bien évidemment. politique. Vous diriez que c'est un enjeu politique. Politique et même stratégique. Alors madame. justement, comment l'ANI participe à rendre cette étape c'est plus, très important. plus transparente Tout à et fait. C'est oui. un enjeu politique, certes, mais aussi stratégique. Tous les États cherchent à protéger les données personnelles de ses citoyens. Oui, Lorsque, vous voyez toutes les ingérences qui se passent de par le monde. oui. Pas que dans les pays africains, comme on le pense, dans les pays les plus développés. Ils en parlent de plus en plus de la sécurité démocratique, Oui. parce que des États interviennent dans les affaires intérieures des États. Parlant des élections. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, exactement. en France, Exactement. en Italie, en Autriche, dans pas mal de pays, parce qu'on utilise justement l'outil informatique à des desseins qui ne sont pas Malveillants. Voilà, malveillants pour justement amener l'opinion publique à
changer son avis sur tel ou tel candidat ou et carrément amener influer l'opinion, sur le résultat. Carrément, bien des évidemment. scrutins. C'est pour cela que l'on veille à protéger ces données personnelles-là pour qu'elles ne soient pas dans les mains des personnes qui peuvent en faire un mauvais usage. Oui, donc c'est très très important. C'est pour ça que la loi intervient pour réguler ces situations. Et c'est pour cela aussi que la révision constitutionnelle a prévu un article qui prévoit et garantit la protection des données personnelles. Et c'est pour cela que l'on a créé aussi en Algérie le commissariat qui s'occupe de la protection c'est une institution qui s'occupe de la protection des données personnelles. Alors, surtout que l'on va de plus en plus vers la numérisation de tous les domaines, aussi bien administratifs qu'autres en Algérie. Il y a le volet protection du fichier, mais il y a aussi la transparence sur, pour qu'il n'y ait pas des doublons, pour qu'il n'y ait pas des radiations injustes, j'ai envie de dire. Et donc ça, aujourd'hui, l'ANI tente à le garantir. Aujourd'hui, cette phase de révision du fichier électoral se passe assez normalement, en tout cas pour ce scrutin, grâce à la numérisation. Tout à fait. Ça nous permet de savoir en temps réel, justement, qui s'inscrit, auprès de qui, la commune, le lieu, l'âge, le donc sexe. Donc ce n'est plus possible de manipuler le fichier électoral. Mais bien évidemment, parce que l'ANI a son propre data center qui veille à cela. Et elle facilite aussi le travail pour ses démembrements, pour le conseil de l'ANI, mais aussi pour les citoyens électeurs eux-mêmes. Aujourd'hui, par le biais d'un SMS, vous pouvez recevoir le bureau de votre circonscription électorale, le centre et le bureau, et ça vous facilite la tâche pour aller voter le jour J. Monsieur Sihad Mohamed. Oui, de plus, sur ce plan, concernant le fichier électoral, les données personnelles contenues dans le fichier électoral, elles sont pénalement protégées. Sachant que la loi permet au candidat d'avoir accès à une copie du fichier électoral, éventuellement pour contester certains noms qui figurent ou ne figurent pas, il y a eu mais sous peine sanction pénale, justement j'y viendrai, sur le plan pénal, le candidat qui donne accès à une autre personne indûment à ce fichier électoral est puni pénalement. Vous savez que toute une base de données du fichier électoral algérien entre les mains de quelqu'un, il peut en faire beaucoup de choses. Par exemple, le jour juste avant le jour du scrutin, faire du démarchage commercial auprès des noms qu'il arrive à atteindre pour faire une publicité en sa faveur. C'est pour ça que c'est interdit aussi par la loi. Exactement, voilà. C'est interdit et sévèrement réprimé. Alors, au titre de l'appurement des fichiers électoraux, ce qui permet aux citoyens de contester son inscription ou bien sa non-inscription, jusqu'ici, pour cette année, seulement un seul recours fait devant les juridictions algériennes, et cette personne qui a fait le recours pour un fait d'avoir refusé de l'inscrire sur la liste électorale, il a eu gain de cause. La juridiction ordinaire a ordonné son inscription. 1541 commissions sont chapeautées, présidées par des magistrats. Le magistrat est garant aussi des données des personnes. Il est là. Le législateur n'a pas comme ça donné la présidence, la primauté au magistrat. C'est une garantie. C'est une garantie en plus pour le citoyen et le processus électoral lui-même. D'ailleurs, à travers cette émission, je salue les 1541 magistrats. Sur 1541 communes. Qui se sont mobilisés pour cette opération réussie. D'ailleurs, on a un seul recours pour 1500 commissions. 1541, c'est un acquis, ça prouve le professionnalisme du magistrat, et ça prouve la mobilisation aussi des magistrats dans les temps prévus par la loi pour trancher les litiges. À noter, si vous permettez, ces 1541 magistrats mobilisés au titre des commissions communales de révision des listes électorales, exécutent leur mission annuellement, au titre de la révision annuelle. C'est un processus continu et exceptionnellement à l'occasion de nouvelles élections. Donc c'est une mobilisation continue dans le temps, permanente, ce qui a permis d'atteindre
ces résultats. Je voudrais qu'on termine sur ce qu'on appelle les fraudes électorales et là encore ces magistrats veillent aussi à ce que les processus électoraux en soient évidemment épargnés. On va en citer quelques-unes de ces fraudes pour par exemple entrave quiconque entrave ou s'abstient volontairement à exécuter les décisions de l'autorité indépendante des élections. Ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la procédure? Le procureur général il est saisi. Il faut le dire que le signalement de toutes les infractions par l'autorité. Donc le parquet général est garant. Il est garant des élections, des libertés, le choix du citoyen, son droit à voter. Donc le parquet général, il peut s'autosaisir aussi, mais l'autorité lui signale des faits qui sont des infractions à la loi. Et à partir de là, l'opportunité de poursuite qui est du ressort du parquet général, on peut passer à la comparution immédiate. Quand il s'agit d'infractions, d'ailleurs les infractions trouvent les condamnés plutôt les peines prévues entre 6 mois et 3 ans, entre 10 et 20 ans aussi. Oui, donc ça peut aller très loin. La vigilance des procureurs généraux ainsi que des procureurs de la République, elle est là pour garantir le déroulement du processus. Donc il y a une coopération parfaite avec les magistrats, avec le secteur de la justice, parce qu'il faut sécuriser les scrutins électoraux aussi par cette prudence. Oui, bien sûr. Toutes les institutions de l'État sont au service de l'autorité nationale indépendante des élections lors des processus électoraux. Et la justice en est un élément très très important, puisque vous venez de parler sur le sujet. Toute entrave au processus électoral peut faire l'objet de poursuites judiciaires par nos démembrements locaux, aussi bien à travers les 1541 communes où il y a des délégués comme nous, mais aussi dans les coordinateurs de wilaya et même à l'étranger, puisque nous avons des délégués à l'étranger auprès des missions diplomatiques et consulaires. Exactement. Et comme vous le savez, les missions diplomatiques et consulaires sont le prolongement du territoire algérien à l'étranger. Évidemment. Donc, tout intervenant dans le processus électoral est tenu de respecter les dispositions de la loi organique, de la Constitution et de la législation de manière générale, sinon elle serait considérée comme étant une entrave et passible de poursuite. Et on peut parler, oui, allez-y. On peut parler juste d'entrave pour terminer. Il y a plusieurs fraudes, comme l'utilisation d'un procédé publicitaire commercial, c'est ce que vous voulez dire, à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale. Toute personne faisant usage du discours de haine ou toute autre forme de discrimination, ce sont aussi évidemment des fraudes électorales. Justement, pour permettre une bonne compréhension et synthétiser des infractions électorales qui sont très nombreuses, on peut les classer en 3 phases. La phase cruciale, qui sera dans les prochains jours, c'est la phase de la campagne électorale. La deuxième phase, c'est celle du jour du scrutin. Il y a des infractions. Et la phase première, qui est celle de la convocation du corps électoral jusqu'au début de la campagne électorale. Alors, je commencerai par les infractions concernant la campagne électorale. L'utilisation de moyens de l'administration aux fins de campagne électorale. L'affichage en dehors des emplacements réservés ou en dehors de la période de la campagne électorale. L'altération des affichages d'autres candidats, comportement qu'on voyait souvent dans les opérations précédentes. Usage de procédés publicitaires commerciaux durant la campagne électorale. Discours de haine ou de discrimination. Campagne hors période. Utilisation de la langue étrangère, également, et l'usage malveillant des attributs de l'État, qui est une infraction assez grave puisqu'il est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Puis le jour de l'élection, le 7 septembre en l'occurrence, alors celui qui altère les résultats, les bulletins, que ce soit membre du bureau de vote ou autre, ou bien l'accès au bureau de vote avec port d'armes, excepté les gens de la force publique,
Également l'action de déterminer les électeurs à ne pas voter par fausses nouvelles ou autres manœuvres frauduleuses, troubler l'opération d'un bureau de vote, porter atteinte à l'exercice du droit de vote, empêcher un représentant du candidat à assister aux opérations de vote, notamment par les membres du bureau de vote. S'il s'agit d'un plan concerté, alors l'emprisonnement pourra atteindre 10 ans d'emprisonnement. Également, parmi les infractions, le refus de remise des PV de dépouillement, des PV de la commission communale, des PV de wilaya, copie de liste électorale aux représentants mandatés du candidat, puisque ça relève de la transparence et de la crédibilité de l'opération. Et c'est une avancée justement dans cette loi électorale. Oui. C'est une grande avancée. On se souvenait jadis, les walis refusaient à donner même la copie faxée au moins à une autre pour permettre une vérification. Alors, parmi les comportements sévèrement réprimés par la loi pour le jour du scrutin, la destruction de l'urne, ou bien l'enlèvement d'une urne, chose on le verra, qui pourrait influencer sur même le résultat, s'il sera décidé ainsi contre. Vous avez fait le tour, en tout cas, pour les principales pour les opérations à venir, justement. Pour les opérations à venir, et l'ANI, c'est elle qui fait le signalement de tout comportement qui pourrait entraver ou empêcher, justement le scrutin de se dérouler normalement. L'ANI ou les candidats aussi, par le biais de leurs représentants. Avec leurs représentants, tout à fait. Les citoyens, puisque eux aussi sont des acteurs à part entière dans le processus. Monsieur Djaad, vous vouliez ajouter quelque chose pour terminer? Je termine en disant que la panoplie d'infractions, il y a une quarantaine. Les magistrats sont mobilisés. L'action publique, tolérance zéro. La mise en mouvement systématique de l'action publique. Et on est là pour garantir une fois de plus le bon déroulement des élections. Oui. Merci beaucoup. Je vais rappeler que M. Alsri Sihaj Mohand, vous êtes directeur général du Centre juridique et judiciaire. M. Cherif Djaad, vous êtes procureur général près le tribunal de Bouira. La cour de Bouira. Et M. Karim Khelfan, juriste et membre de l'Autorité nationale indépendante des élections. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes et à bientôt. Au revoir.